Alors, écoutez, pour ma conférence de ce soir, j'ai quelques questions qui m'ont été posées par Camille Desjardins qui me serviront de guide. Je commence immédiatement. D'abord, en quelques phrases, qu'appelle-t-on précisément intelligence artificielle? Sont-ce des entités, des programmes, des produits, un secteur de recherche? Les deux. Il paraît que l'emploi de cette expression, souvent abrégée en IA, est un abus de langage. Pouvez-vous nous en dire plus? Je vais commencer avec une archive vidéo intéressante que vous trouverez sur YouTube, une émission de télé états-unienne de 1973. Vous avez Arvind Minsky qui est présent, qui est un des fondateurs de l'IA, vous allez voir, et le présentateur est en train de fanfaronner, et Arvind Minsky dit la chose suivante. Excusez-moi, j'ai inventé le terme d'intelligence artificielle. Je l'ai inventé parce que lorsque nous essayons d'obtenir de l'argent pour une étude, et que j'avais déjà eu une mauvaise expérience en 52, lorsque Claude Shannon, Minsky sont vraiment les pères de la cybernétique, de l'informatique d'aujourd'hui. Bon. Donc lorsque Claude Shannon et moi-même avons décidé de rassembler un ensemble d'études qui, nous l'espérions, contribueraient à lancer ce domaine, Shannon pensait que IA était un terme un peu trop tape à l'œil. Nous avons donc décidé de l'appeler études sur les automates. Automata Studies. Bon, j'étais terriblement déçu des retours. J'ai donc décidé de ne plus lancer de faux drapeaux, certainement ma traduction anglaise est catastrophique, mais de dire qu'il s'agit d'une étude visant à atteindre l'objectif à long terme d'une intelligence de niveau humain. Donc vous voyez qu'au départ, il y a un petit peu, si j'ose dire, de marketing, on va dire marketing pardon, de la science pour obtenir de l'argent. Mais me semble-t-il que le terme est très convenable, car oui, ces systèmes techniques produisent de l'intelligence. Pour le dire simplement, l'IA, ce sont des systèmes techniques, des machines qui apprennent par elles-mêmes. Bien sûr qu'on va aller un peu plus loin. Je vais vous proposer ma définition, publiée dans une revue académique un peu sérieuse en gestion publique, avec deux parties. La première, j'essaie de rassembler les différentes définitions, je vous la commente et on verra la seconde. L'IA est un dispositif technique, traduisant son environnement sous forme de données, afin d'inférer des structures et ou de générer du contenu, ayant un sens en fonction d'un objectif déterminé. Alors, définition qui a un peu moins d'un an, qui est déjà obsolète, vous allez voir pourquoi. Parce que l'IA prédictive, c'est une intelligence artificielle, vous prenez un ensemble de données extrêmement important, vous laissez l'IA trouver des corrélations entre ces données afin de prédire, face à un nouveau cas, qu'est-ce qui se passe. Et typiquement, on utilise beaucoup ça dans le secteur public, vous avez des données sur du passé sur les fraudeurs de l'allocation familiale. Avec un système d'IA, vous laissez la machine apprendre des corrélations entre différentes données, et face à un nouveau cas, ça nous permet de prédire est-ce que la personne va être fraudeuse ou non. Ça n'empêche pas que des systèmes à 90% d'erreurs sont utilisés dans le service public, on y reviendra. L'IA générative, dans ma définition, c'est l'IA qu'on connaît tous, c'est ChatGPT, ça produit du texte, ça produit des images avec Midjourney, ça produit de la vidéo avec l'IA Sora, par exemple. Bon. Mais il manque un troisième temps, alors c'est déjà dans ma définition. Vous voyez à quel point ça va vite. Hein. C'est l'IA interactive, on va en discuter, ça va vraiment arriver fortement cette année. C'est le compagnon IA avec qui vous allez avoir une relation amicale, amoureuse, sur votre enseignant, votre coach, votre tuteur, ce que vous voulez. Deuxième partie de la définition, alors ma définition, elle était pour les organisations publiques. Vous allez voir que ça a un sens pour les organisations privées également. Donc un objectif déterminé, qui au sein d'une organisation publique doit être pertinent d'un point de vue citoyen, sociétal et environnemental, tout en assurant un contrôle possible par les organisations de la société. On ne peut pas penser l'IA dévier de ces conditions d'incarnation, si j'ose dire, dans les organisations, pour des raisons aussi environnementales. Là, on parle beaucoup des incendies en Californie, à Los Angeles. Un géologue disait, vu les quantités d'eau que ça pompe pour les centres de données, actuellement, le stress hydrique, il est en bonne partie dû à ces centres de données. Donc il y a une question qui est vitale. Quand je dis d'un point de vue citoyen, mais aussi un contrôle, c'est que les organisations publiques par rapport à l'IA ne sont pas capables de se contrôler elles-mêmes. La CNIL ne voit pas que la police nationale, les 200 polices municipales en France, utilisent des systèmes d'IA illégaux, de reconnaissance faciale. Bon. Donc la question de l'IA, notamment dans le secteur public, mais aussi dans le service privé, c'est une question qui nous concerne tous, mesdames et messieurs. Un petit point aussi de détail, mais tout de même, je dis dispositif technique pour ne pas dire technologie. La société n'est pas la sociologie, ça nous paraît évident. Pourquoi on utilise le terme technologie pour le terme technique? Déjà, c'est que nous sommes dans une situation pire que 1984, ou que meilleur des mondes. C'est pas qu'on nous a privé du terme, c'est qu'on l'utilise à mauvais escient. Donc, comment voulez-vous avoir un discours sur la technique, un discours critique sur la technique, si on n'a même pas le terme pour cela? C'est une vraie catastrophe. Et j'ai mis le terme dispositif et pas outil,
Pourquoi? Parce que dès qu'on dit le terme outil, ça renvoie à un imaginaire qui est, ça dépend de comment on l'utilise, que l'outil est à notre main. Mais si le concept d'outil pouvait absorber ce stylo qui dépend de ma main, qui n'a aucune autonomie, GPT-4, GPT et la bombe atomique, alors le concept d'outil serait bien inopérant parce qu'il n'aurait plus de sens tellement qu'il serait large. Là, on est face à toute autre chose. Donc oui, c'est un champ de recherche également. Mais un champ de recherche pour qui? On parle beaucoup des cartes graphiques. Pour les fameux GPU, les cartes graphiques qu'utilisaient les joueurs de jeux vidéo, comme il y en a une certainement dans cet ordinateur pour les joueuses, la République des gamers, vous verrez que j'utilise des termes français. Je parle de téléphone intelligent, je parle d'ego portrait, j'évite tout anglicisme, parce que dès qu'on utilise un terme anglais, ça empêche de penser. Ego portrait, ça parle. Parce que le mot ego renvoie à notre culture à quelque chose. Le terme selfie ne renvoie strictement à rien. Donc oui, je reviens sur ma question des cartes graphiques. Stanford disait récemment, mais comment voulez-vous qu'on fasse de la recherche? On a 300 cartes graphiques. Nvidia a 30 000 euros pièce. Microsoft en a 1,8 million. Donc là, la capacité des universités, on parle de Stanford, hein, on ne parle pas de l'université de Limoges ou de l'université, la capacité à faire de la recherche, là, elle est du côté des grands acteurs privés. Quand vous avez un doctorat en IA, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans la vallée du silicium, où 60% des travailleurs sont étrangers. Parce qu'il y a un imaginaire, il y a des moyens démesurés, on ne peut rien faire en dehors de ces grands acteurs privés. Je dis cela, mais l'actualité de l'IA va tellement vite qu'il n'y a même pas 2 semaines, Nvidia annonce que pour 3 à 5 000 dollars, on aura l'équivalent d'un supercalculateur à la maison qui pourra permettre de faire tourner des petits modèles d'IA, comme par exemple GPT-3, qui était à la base de la première version de ChatGPT. Donc les cartes sont quand même en train d'être retournées. Le domaine de l'IA, il faut vraiment être à jour. Je vous avoue que c'est un sacerdoce. Si en 2020, j'avais l'impression, jusqu'en 2020, 2022, allons-y, à peu près tout savoir sur l'IA, désormais c'est plus possible. Il y a tellement d'actualités, 15 à 20 actualités par jour. C'est assez difficile. Pour continuer sur la définition de ce que c'est l'IA, je vais prendre un exemple que l'on connaît tous et je vais un petit peu le travailler, alors que vous le retrouverez dans le bouquin en détail. Prenons l'IA AlphaGo, qui a battu le fameux grand joueur de Go, Lee Sedol. Donc c'est DeepMind, qui est une start-up qui a été rachetée par Google en 2014 pour 500 millions, si mes souvenirs sont bons. Et donc voici comment ça marche. On prend l'IA AlphaGo, on lui apprend les règles du Go, ensuite on lui donne 100 000 parties d'êtres humains pour lui permettre d'apprendre à partir des parties des humains. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Ensuite, on laisse l'IA jouer contre elle-même, ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Elle fait des essais, des erreurs et elle voit ce qu'il en est. Ça a pris des mois pour en arriver là, ça a pris des mois pour arriver à battre ce fameux grand joueur de Go. Vous verrez un très bon documentaire sur YouTube où on voit cet homme qui porte le poids du monde sur les épaules. Vraiment, c'est tout à fait extraordinaire. Là, la chose est connue. Mais ce qui est moins connu, c'est que lorsque DeepMind est arrivé à ses fins, ils ont continué. Ils ont créé AlphaGo 0. Cette fois, on entraîne l'IA uniquement à partir d'elle-même. Donc on ne la force plus à regarder les parties des êtres humains. On la laisse jouer des parties contre elle-même. Donc on lui apprend les règles, on la laisse jouer contre elle-même 3 jours, elle fait 4,9 millions de parties, parce que là aussi la question du temps est dans un autre monde. Et AlphaGo 0 devient meilleur que AlphaGo tout court. Et en 40 jours, elle devient meilleure que tout ce qu'on avait pu imaginer. Alors, pour ceux qui jouent aux échecs ou au Go, on est à 5185 Elo, le score Elo. Il faut voir que c'est AlphaGo 0, qui n'avait pas été obligé de regarder ce que font les êtres humains. La version AlphaGo, qui avait appris à partir des parties humaines, elle n'est qu'à 3700. Donc là aussi, c'est un facteur extrêmement intéressant à retenir, c'est que l'IA, bien souvent, elle fait mieux que les êtres humains, et surtout, elle contredit les théories qu'on avait. C'est assez passionnant, on voit ce mécanisme-là qui apparaît dans tout un tas de domaines. Pour développer ça c'est la lysine en 2020, pour développer j'ai oublié, pour tuer les bactéries, il nous faut... Merci, il nous faut un antibiotique. On n'avait pas de solution contre certaines bactéries résistantes, donc désormais on a la lysine avec un écho à HAL 2001 de cet espace. Mais c'est pas terminé. Parce que les chercheurs de DeepMind ont créé l'IA Mu0. Alors cette fois, vous n'apprenez pas les règles de jeu à la machine, vous la laissez jouer toute seule. Et cette fois, Mu0 joue au Go, mais elle joue aussi à 57 autres jeux. Donc c'est une IA multimodale. Désormais, on a des IA qui sont capables de gérer du texte, de la vidéo, du son. Et là, l'IA Mu0, elle atteint les meilleurs niveaux également. Donc ce qui est intéressant dans ces exemples-là, c'est qu'on voit que l'homme, c'est un facteur limitant pour la machine.
Il faut voir que le Go, c'est un des 4 arts nobles. Quand l'Isidol perd en Corée du Sud, mais pour le monde asiatique, c'est un effondrement total. À côté de ça, notre pauvre Kasparov qui perd en 97, c'était pas grand-chose. Je vais citer l'Isidol qui, après avoir perdu, a dit je continue à jouer au Go. Mais 3 ans plus tard, voici ce qu'il dit. Je ne suis plus au sommet, mais si je deviens le numéro 1, il y a une entité qui ne peut être vaincue. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il arrête. Et vous allez voir avec les multiples exemples, mais vous me direz si on pensait à la fin de la conférence, j'ai peur que désormais c'est l'homme face à la machine qui va essayer de prendre sa retraite, face à l'humiliante qualité des choses, face à la puissance démiurgique de la machine. Je continue sur la question d'IA. Si j'ai remarqué, je n'ai pas oublié, mais première page du livre, note de bas de page numéro 1, je cite la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui nous dit, en 2022, intelligence artificielle, IA, n'est pas un bon terme, préférons un terme neutre, de système algorithmique d'aide à la décision. Mais bon, comme IA c'est utilisé partout, on va quand même l'utiliser. Donc là, même si vous pensez que le terme n'est pas bon, la guerre des mots, en l'espèce, elle est tout à fait perdue. Donc j'ai pu le dire, l'IA n'est pas un outil, car ça ne correspond pas au concept d'outil en philosophie technique ou autre. Ça produit de l'intelligence. Si je dis il ou elle, veuillez m'en excuser, mais j'essaie toujours de dire que ça produit de l'intelligence. On a des cas où on a pu entraîner des IA sur un corpus particulier d'un philosophe, c'était notamment Dennett. Ensuite, on a demandé à Dennett de choisir 25 experts mondiaux de sa pensée. Bon. Et on a demandé à GPT-3 de produire de la pensée de Dennett et à Dennett aussi de répondre à des questions, pas traitées dans sa philosophie. Autant vous dire que les grands experts ne sont pas très bons, pas beaucoup meilleurs que l'individu lambda pour essayer de voir qui est l'auteur de la réponse entre GPT-3 et Dennett. Et on parle de GPT-3. Donc ça veut dire que la machine produit de la philosophie. Et Dennett lui-même dit, il y a des réponses qui sont vraiment pas très cohérentes, mais certaines que j'aurais pu écrire. Je vous parle de GPT-3, donc je parle d'un temps que le moins de 20 ans ne faut pas connaître. En matière d'IA, 2020, c'est le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Donc ça produit de la pensée. Ça, c'est créatif. GPT-4, c'est pas comme AlphaGo, quelque chose qui a été développé pour faire de la recherche. C'est pour le grand public. GPT-4 fait partie des humains, si j'ose dire, des 1% les plus créatifs. Quand on fait passer le test de Torrance pour les êtres humains sur la créativité, GPT-4 fait partie des 1% des personnes les plus créatives. Et sur certains axes de la créativité, des 0,1%. Je parle de GPT-4. On a déjà GPT 0,3 qui est sorti. Et d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on sera encore au-delà. Donc ne considérez pas que l'IA ne crée pas, qu'elle n'est pas innovante. Elle l'est. Donc pour résumer et terminer cette première question, l'IA prédictive, je prenais le cas de la CAF, analyser, interpréter, chercher des fraudeurs. La capacité de l'IA à absorber beaucoup de données, à trouver des relations entre les données et ensuite à prédire quelque chose. L'IA générative, création de texte, d'images, de sons. Et enfin, l'IA interactive, et là, je vais beaucoup en parler aujourd'hui, c'est le nouveau temps de l'IA. Il y a des dizaines de millions de personnes dans ce bas monde qui ont déjà des relations amoureuses avec leur IA, mais c'est encore des IA issues de jeunes pousses, pour ne pas dire start-up. Même si c'est quelques dizaines de millions de personnes, mais là, cette année, on va voir arriver avec OpenAI, avec Microsoft, la proposition de ces compagnons IA. Donc le film Her, vous avez peut-être vu 2013 de Spike Jonze, c'est une réalité. En gros, des individus qui ont une relation amoureuse avec une IA grâce à leur oreillette, lunettes connectées, etc. On y va, mesdames et messieurs. Parlons donc précisément de ces algorithmes qui ont la spécificité d'auto-apprendre, comme on dit, et de pouvoir générer du texte ou des images indiscernables d'une production humaine. Ma question est la suivante. Est-ce une révolution ou une simple évolution de l'existant? Doit-on parler de rupture? Oh que oui. Nous sommes face à une rupture absolue. Nous sommes en train de vivre un changement de civilisation. Rien de plus et rien de moins. Vraiment, je vous l'avoue, depuis 2020, alors je me suis un petit peu calmé là-dessus parce qu'à force d'en voir, je comprends qu'on est passé à autre chose, mais j'ai passé mon temps à m'arracher les cheveux, à me dire mais c'est pas possible, on en est là techniquement, c'est possible, est-ce de la magie? Parlons de rupture. Souvent, en termes d'IA, je crois bien plus à la monstration qu'à la démonstration. Donner des cas très forts, des études très fortes, pour essayer de percevoir l'effroi face à la puissance technicienne. Un exemple parmi tant d'autres, Microsoft a développé une IA qui s'appelle Wall-E 2, qui copie votre voix en quelques secondes, et ensuite, on n'est plus capable de faire la différence si c'est un humain qui parle ou pas. Ça y est, on en est là. Copier un être humain, ça prend... La film Heure est devenue une réalité. Avec 2 heures de discussion avec une IA qui ne vous connaît pas, qui n'a aucune donnée sur vous, on copie votre profil, votre personnalité à 85%.
Ça remonte à novembre 2024, étude Google Stanford. Donc ça y est, on y est. Et là, on est sur des IA qui n'ont pas toutes vos données. Le compagnon IA avec qui vous allez discuter pendant des mois, voire des années, on lance sur quelque chose qui sera bien plus développé. Alors, pourquoi c'est une révolution? Souvent, on l'entend dans la presse, oui, l'IA, ça existe depuis 56 avec l'invention du terme, mais là, il faut distinguer deux choses. L'IA symbolique et l'IA connexionniste. L'IA symbolique, c'est, en somme, vous écrivez du code informatique, des lignes de code, vous les mettez dans une machine, et la machine produit ce qu'elle devait produire. En somme, si vous produisez des lignes de code, préparez un robot, quand vous dites au robot, ben, face à une tasse noire, tu vas sur la gauche, le robot le fait. Oui, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de l'IA. Sauf que la grande révolution qu'on voit dans les années 2010 et que nous vivons, ce qu'on appelle l'IA connexionniste, ce qu'on évoquait depuis tout à l'heure, ce sont les machines qui apprennent par elles-mêmes. Et là, c'est une révolution absolue. Le 30 novembre 2022, avec ChatGPT, c'est ChatGPT 3. GPT-1, c'était 2019, non 2018. GPT-2, 2019, GPT-3, 2020. GPT-3 était en ligne depuis l'été 2020. On pouvait aller sur ce Internet, je l'ai fait à l'époque, vous mettiez un texte et ça écrivait la suite. Bon. Donc c'était pas tellement nouveau en termes de technique, même si en soi c'est une révolution très forte, mais là l'usage nous fait entrer dans un nouveau monde. Pour ceux qui sont dans le domaine scolaire, on voit très bien que les élèves, les étudiants utilisent ChatGPT de manière bête et méchante. C'est une catastrophe. On peut enseigner aujourd'hui comme on pouvait enseigner hier. Autre exemple, et après je prends des grandes citations, pour vous dire à quel point on est dans un autre monde. Vous avez Meta, donc la maison mère Facebook, a une IA qui joue, comme les meilleurs êtres humains, à diplomatie. Diplomatie, on connaît plus en France, enfin, l'équivalent, c'est le jeu au risque. C'est un jeu de plateau de société. Alors là, bien sûr, c'est sur écran, donc la version en ligne de diplomatie. Mais là, il faut comprendre le jeu, il faut comprendre les intentions des autres, il faut nouer des alliances, il faut bluffer. La machine est capable de faire ça sans aucun souci. Le bridge, le poker, les jeux en ligne, les combats avec un F-16, donc les avions de chasse, la poésie, ça y est, le jugement moral, la machine fait mieux que l'homme. La capacité à partir d'un texte à imaginer quelles sont les émotions des personnages. Donc l'intelligence émotionnelle, elle est du côté de la machine. Dans une deuxième partie de la présentation, je discuterai des effets néfastes sur l'homme. C'est qu'en gros, on a des individus qui, notamment les plus jeunes, accros à leur téléphone intelligent, à leurs écrans, et demain, sont à commencer à leurs IA, ont des capacités cognitives qui se cassent la gueule. Et face à cela, on a des machines qui sont en train de déployer des compétences hors normes. Les courbes sont croisées, mesdames, messieurs. Donc oui, c'est une révolution. Alors, ce n'est pas qu'une opinion d'un universitaire de province que je suis, mais si je prends l'exemple du PDG de Google, Sundar Pichai, je le cite, si vous pensez au feu, à l'électricité ou Internet, c'est comme ça, mais je pense encore plus profondément. Et là, la question, c'est une rupture telle que l'agriculture ou encore l'écriture. Je prends une autre voie que j'aime beaucoup par rapport à l'IA et qu'on n'attendrait pas sur le sujet. Henry Kissinger. En 2015, il découvre le sujet, il a 92 ans. Il est terrassé. Je cite Henry Kissinger en la matière, qui écrit un très bon article dans une revue The Atlantic, c'est comment les lumières sont en train de s'éteindre. Bien sûr, les lumières L majuscule. Je pense qu'il a raison. Je le cite. Mon expérience d'historien et d'homme d'État occasionnel m'a fait réfléchir. Quel serait l'impact sur l'histoire des machines autodidactes? Des machines qui acquièrent des connaissances par des processus qui leur sont propres et appliquent ces connaissances à des fins pour lesquelles il n'existe peut-être aucune catégorie de compréhension humaine. Sommes-nous à l'orée d'une nouvelle phase de l'existence humaine? Nouvelle phase, phase. Donc nous en sommes à ce niveau-là. C'est sûr, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de personnes qui courent tout nues dans la rue en étant extrêmement inquiets, en se disant, mais, oh mon Dieu, mais on a produit une machine qui produit de la pensée, qui maîtrise le langage. Mais c'est effarant. Je suis souvent étonné qu'après ChatGPT, pas dire, ça y est, on n'est pas au courant du domaine de l'IA, mais que tout le monde s'en fiche, pas possible. Même mes collègues universitaires, pour la plupart, encore en 2025, voient ça de haut. Non, non, vraiment, mesdames, messieurs, c'est l'enjeu du siècle. Henry Kissinger, non, pardon, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déclarait l'IA est une menace pour l'humanité plus grande encore que le réchauffement climatique. Autant vous dire qu'il n'est pas climato-sceptique, autant vous dire qu'il voit les menaces et les catastrophes que provoque le réchauffement climatique, mais on en est, alors on peut discuter plus ou moins, mais on en est à ce niveau-là. Ce n'est pas un enjeu parmi tant d'autres, c'est l'enjeu fondamental. D'ailleurs, j'évoquais les machines à même de produire du langage, mais me semble-t-il que parmi les grandes définitions de l'homme que nous avions celle d'Aristote, l'homme comme un zoon politikon, alors un être politique, mais plutôt un être capable d'user du langage et de la raison.
Désormais, les machines sont capables de le faire et nous dépassent. Parce que souvent, on compare, vous savez, des IA par rapport aux meilleurs humains en leur matière. Et l'humain moyen, ça fait longtemps qu'il a été déplacé. Et comme désormais dans un système productiviste, je dis souvent, je ne fais que lire les grands histoires du nazisme, hein, Joan Chapoutot et Grao, mais c'est que l'on soit un productivisme nazi, un productivisme capitaliste ou un productivisme communiste, partie de la même sphère culturelle, c'est un rapport technique et d'extraction au monde. C'est le terme matériaux humains ou ressources humaines, les deux se rejettent. D'un côté dans un vocabulaire nazi, de l'autre capitaliste, c'est tout à fait dégueulasse. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous pourrez m'objecter, mais oui, mais vous jugez un homme à ses compétences. Malheureusement, on ne fait que ça. On a peut-être oublié qu'un homme, c'est une dignité, et les choses ont un prix. Et qu'entre les deux, il n'y a pas de en même temps ou de nuance. Non, absolument pas. Bien sûr, je ne fais que rappeler du Emmanuel Kant, mais on verra avec l'Union européenne et sur la dignité que ça a été un petit peu oublié. Quelles sont les promesses, mais aussi les risques de cette technologie? Alors, j'aurais beaucoup de mal à vous donner les promesses. Pourquoi? Parce que j'essaie d'être objectif. J'essaie d'être un technocritique, donc pas technophile, pas technophobe, et d'absorber des faits, des chiffres et des études. Mais en la matière, j'ai peu d'espoir, un peu d'espoir. Mais vous verrez que je n'ai que des faits, des études et des chiffres à vous donner. Puis en même temps, l'auteur de L'homme venu par l'IA, avec le prix Jacques Ellul, qui est un grand philosophe de la technique du XXe siècle, qui est désespéré par les forces de la technique, me demander à moi des promesses, c'était pas facile. Mais je vais quand même commencer avec une promesse, l'IA en médecine. Alors oui, vous me direz, mais oui, mais pour soigner les cancers, c'est merveilleux. Ah, certes. Sauf que si le prix à payer pour avoir une IA qui soigne mon cancer, déjà, il faut que l'IA ait accès à toutes mes données. Alors les montres connectées, n'en parlons pas, le fait de pomper mes données en tous les sens. Donc s'il faut que les données personnelles soient absorbées sur la totalité du corps social, pour qu'on puisse prédire un cancer 10 ans à l'avance. Peu de choses près, on y arrive. Si on soigne mon cancer grâce à l'IA générative, avec des molécules que l'humanité n'aurait jamais pu créer sans cela, je dis non. Pourquoi? Parce que le prix à payer est beaucoup trop grand. La question écologique. L'empreinte carbone de TikTok est équivalent à celle de la Grèce. Bon. Derrière, ce sont des algorithmes prédictifs pour prédire vos goûts et vous rendre accro. Les centres de données, c'est une consommation d'eau et d'énergie, mais qui est délirante. Nos téléphones intelligents qu'on renouvelle assez rapidement, il faut voir que derrière votre téléphone, il y a les centres de données, bien sûr. La production exige mais des quantités de CO2, de matériaux, c'est terrible. Derrière, le recyclage, c'est quasiment nul. Il faut voir ces images en Afrique, lorsqu'on renvoie nos déchets électroniques, voir dans quelles conditions ces personnes qui tentent de survivre les brûlent pour récupérer des matériaux. C'est terrible. Je discutais avec quelqu'un qui est allé dans ces endroits-là. Il m'a décrit des choses qui sont tout à fait abominables. Donc pour l'environnement, c'est une catastrophe. Récemment, l'ancien PDG de Google disait, écoutez, comme on n'atteindra pas les accords de Paris, vous savez que maintenant que les États-Unis sont sortis de toute façon, autant se lancer à fond dans l'IA. En gros, ils sont en roue libre, ils n'en ont plus rien à faire. Exemple, Google a annoncé qu'il devait être neutre en carbone d'ici, je crois, 2030. Ils sont lancés dans l'IA, ces gens-là. Donc depuis, ils augmentent leurs émissions de CO2 de 13%, 48% en 5 ans. Microsoft, c'est du pareil au même. Donc les grands acteurs de la vallée du silicium, ils n'en ont plus rien à faire de l'environnement. Parce que c'est comme la ruée vers l'or. Ça brûle les doigts, ça brûle les esprits, c'est une catastrophe. Les incendies en Californie, je l'évoquais tout à l'heure, la consommation d'eau est dingue, donc désormais, il faut gérer cela. Alors il y a l'environnement, mais il y a aussi l'environnement psychique. Je ne sais pas si vous avez vu pendant les Jeux Olympiques une publicité de Google, tout à fait catastrophique. On voit un père de famille, sa fille veut écrire à une star, à une grande sportive, et plutôt que de lui dire, on prend un stylo, un outil fait de papier, on va réfléchir, dans la publicité de Google, pour le Gemini qui est l'équivalent de GPT, il montre à sa fille comment taper une instruction, on va dire un prompt, la machine pour écrire. Donc là, on est en train de supprimer le goût de l'effort, supprimer même la relation parent-enfant. L'IA est en train de détruire nos capacités psychiques et ça nous blesse. Si l'ancien Premier ministre Barnier voulait faire de la santé mentale une grande cause nationale, c'est parce qu'un adolescent sur deux est dans un état de santé mentale catastrophique. En même temps, grande cause nationale, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a fait la lecture en 2022, je crois, ou 2021, je ne sais plus, la grande cause nationale. Ça n'a pas fait grand-chose. Je vous prends quelques chiffres aux États-Unis. Alors, pourquoi je parle d'IA, c'est parce que l'addiction aux écrans, l'addiction à nos téléphones, c'est de l'IA prédictive, qui prédisent nos goûts et qui vont nous rendre accros. Et demain, 2025, ça va être l'IA interactive, où on va interagir avec un ami, petit ami, etc. Et tout ça, ça laisse des traces. États-Unis, les taux de dépression et d'anxiété.
assez stable chez les jeunes dans les années 2000, augmenté de 50% entre 2010 et 2019. Le taux de suicide a augmenté de 48% chez les adolescents de 10 ans à 19 ans. Pour les filles âgées de 10 ans à 14 ans, ça a augmenté de 131%. Entre 2009 et 2021, les lycéens états-uniens déclarant ressentir des sentiments persistants de tristesse ou de désespoir sont passés de 26% à 44% d'une génération. Le taux le plus élevé qu'on a jamais enregistré. En France, c'est un peu mieux, mais c'est pas terrible non plus. Alors, quand vous prenez les différentes hypothèses pour expliquer cela, pour dire mais c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas les écrans, elles ont été mises à l'épreuve par des grands chercheurs états-uniens, c'est du bluff. Il faut comprendre qu'on est sur des centaines de milliards. Donc là, de la même manière qu'il y a eu des marchands de doute avec l'industrie du tabac, le sucre, le bisphénol, la liste est longue, vous aurez toujours le scientifique bien payé qui vous dira les écrans, ça ne pose pas de problème. Ça, c'est normal. Mais je vous assure qu'il n'y a plus de doute pour la communauté scientifique sur ces questions. Je le dis maintenant parce que, bon, je vous ai oublié, mais j'avais noté. Récemment, je me suis demandé, mais que fait l'élite mondiale par rapport aux écrans et aux jeunes? Alors, on en voit dans la presse, vous savez, ces questions des enfants de la vallée du Silicium, en gros les héros de la Silicon Valley qui envoient leurs gamins dans des écoles, notamment une école Waldorf, il y a beaucoup de reportages sur cette école, une école à 30 000 $ par an, il n'y a quasiment pas d'écran là-dedans, il n'y en a pas. Quand on demande aux gamins qui a un téléphone à lui, ils sont tous présents, personne n'en a. Bon. Les déclarations des grands acteurs de la vallée du Silicium, l'ancien vice-président de Meta, il disait dans la presse, hein, ces gens-là ne se cachent pas, c'est merveilleux. Il disait, mais je donne pas cette merde à mes gosses. Lorsqu'on demandait à Steve Jobs, ah mais vos gamins vont adorer l'iPad, dans le New York Times, il dit, mais mes gamins ils touchent pas à ça, voyons. Bon, etc., etc. Ce qui est intéressant avec les acteurs de la vallée du Silicium, c'est qu'ils sont comme les dictateurs. Ils disent ce qu'ils vont faire. Tout est sur la place publique. C'est assez passionnant. Donc j'ai contacté il n'y a pas longtemps, je sors mon téléphone, j'appelle l'Institut Le Rosé, une grande et vénérable institution suisse où l'élite mondiale envoie leurs enfants à 150 000 € l'année. Je les appelle, j'envoie un courriel ensuite, ils m'ont dit de le faire, ils me proposent un rendez-vous avec le directeur. Merveilleux, c'était 10 jours. Pour vous divulgacher la fin du propos, c'est très rapide. Hein. En gros, il y a pas le téléphone intelligent, c'est entre 10h15 et 18h, je crois, et ils contrôlent ce qu'ils font. Et le reste du temps, c'est des cours, c'est du chant, c'est des instruments de musique, c'est du sport. Voilà ce que fait l'élite mondiale pendant que nous déversons des téléphones à nos jeunes. Comment voulez-vous avoir envie d'apprendre quand vous avez 15 ans, vous avez été décérébré par le téléphone et face à vous, il y a GPT-4 qui écrit mieux que vous? C'est compliqué. Je lisais un article sur les relations entre Nietzsche et John Stuart Mill tout à l'heure, et Camille Desjardins, bien sûr, vous l'aurez reconnu, et donc je vais récupérer une petite citation de Nietzsche. Premier principe, j'écris tellement mal, en gros, il faut être dans le besoin, il faut avoir besoin d'être fort, autrement on ne le devient jamais. Mais comment voulez-vous avoir envie de lire pendant des heures, de se perdre dans la littérature, dans le sport, dans ce que vous voulez, alors qu'il y a une machine qui fera toujours mieux que vous? Là, ça risque d'être très compliqué. Ça risque d'être très compliqué. Parce que là, je reviens sur l'action de l'environnement psychique, le coût à payer par rapport au cancer, à l'IA et ce qu'on produit derrière. Comment ça c'est pareil pour l'intelligence. Il faut avoir besoin d'être intelligent pour se dire je vais m'y mettre. Mais face à des systèmes qui nous dépassent, qui nous humilient dans leur capacité, mais comment donner envie de lire? Comment avoir envie de travailler son intellect, son corps? Ça me semble tout à fait impossible. Les amis et compagnons IA, je l'évoquais. Grande promesse. Alors la promesse, c'est quoi? C'est quand même une petite promesse pour vous. Hein. Après le péril, souvent ce qu'on vous dit, mais c'est pour les personnes qui sont dans un état de solitude, les personnes timides. C'est parfait pour elles. Oui, mais il faut voir que la société de la solitude, elle est causée par les écrans. Désormais, les jeunes sont dans un état de solitude plus important que les plus vieux. Alors oui, la société postmoderne, l'effacement des corps, enfin des grands discours qui structuraient, qui faisaient que la famille avait un sens, que les syndicats avaient un sens, etc., fait que l'IA arrive dans un monde où déjà l'individu était assez atomisé. Néolibéralisme, il faut casser les corps collectifs, il faut l'individu et le marché, pas plus. Donc les individus très solitaires, c'était pas nouveau. Mais là, vous rendez possible le fait qu'il ne soit plus nécessaire de sortir de sa chambre désormais. Parce qu'avec un écran, vous pouvez avoir une sorte de sociabilité très anémiée, mais une sociabilité qui fonctionne à peu près. Donc pour les personnes timides, oui, c'est très bien, mais ça va les enfermer. Oui, 60% des gens en France se rencontrent par des applications. Parce que la rencontre dans la rue, c'est plus possible. Donc vous allez me dire, ah, mais les écrans, les algorithmes qui nous comprendront, c'est bien.
Oui, mais pourquoi les gens vont sur les écrans, les applications? Pourquoi les algorithmes décident pour nous de nos futurs partenaires d'un soir ou d'une vie? C'est parce que nous sommes d'ores et déjà dans une société de la solitude. Et donc là, les algorithmes ont produit cela, participent à cela et répondent à cela. Donc la rencontre dans les balles de village, ça y est, c'est terminé. Nous passons cette année de l'économie de l'attention, donc la captation de notre temps conscient sur les écrans, à l'économie de l'intention. C'est l'entrée désormais dans nos vies de ces amis et compagnons IA. Alors en France, ça peut commencer. Les jeunes pourront parler de MyAI, qui est une IA qu'on a sur Snapchat. Bon. Mais aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé. Parce que c'est de l'anglais, on entraîne des modèles là-dessus, mais ça va arriver là pour 2025. Si je vous dis caractère AI, c'est un site internet qui pèse 1 milliard. 20 millions de personnes sont connectées par jour et passent 1 heure par jour sur ce site. Vous avez des centaines de profils, de personnages réels ou imaginaires, ou alors vous pouvez créer un personnage pour vous. Vous pouvez discuter avec Yoda, vous pouvez discuter avec qui vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très utilisé par les jeunes, et la personne qui est la plus demandée, c'est un psychologue. Reflet des chiffres que j'évoquais tout à l'heure, souffrance, solitude, etc. Replica, qui est une des IA, c'est la plus célèbre, mais une des IA pour créer un ami ou une petite amie. C'est 30 millions d'avatars configurés. Donc on est sur des chiffres assez importants, mais ça restait dans des jeunes pousses, qui parfois pèsent quelques milliards. Mais 2025, ça y est, c'est les GAFAM qui vont nous proposer ces choses-là. Donc d'où le fait qu'on passe dans l'économie de l'intention. Ce qui est intéressant, c'est que les acteurs des GAFAM le disent eux-mêmes, on veut l'intention des gens. On veut des données auxquelles on n'a pas accès. Et pour cela, il faut que les personnes aient des amis IA. Donc, j'y reviens à regarder le film Heure, vous verrez que c'est le monde qui est en train de se dessiner. Quand j'y reviens pour mon cancer, pour qu'on le soigne, pour développer ces meilleures IA, il fera capter des données sur mes pratiques, sur mes habitudes, sur mes pensées. Il fera des milliards à déverser dans ces entreprises-là. Écoutez, je vous dis, dans un monde où la démocratie n'est plus possible, où les relations amoureuses sont plus possibles, où la solitude désormais se déploie, où on détruit l'environnement sans vergogne, eh bien, j'espère que je serai assez fort pour avoir envie de garder mon cancer et ne pas entrer dans ce monde-là. Ah oui, tout de même, j'avais une anecdote intéressante, mais bon, on connaît tous Tinder, qui est un site de rencontres où vous faites défiler les profils. Bon, c'est quand même 75 millions d'utilisateurs, 60% en moins de 35 ans. Bien, d'ailleurs, le créateur, un des cofondateurs de Tinder, disait, mais j'essaie de ne pas réfléchir aux conséquences de mon application, ça m'empêcherait de dormir le soir. Il faut forcer ces gens-là à réfléchir à ce qu'ils font. La cofondatrice de ce système-là, elle a créé un autre système récemment. Elle dit, mais quand même, c'est encore trop dur de devoir discuter avec quelqu'un pour se séduire. On va créer une IA, notre IA compagnon, qui n'aura qu'à discuter avec l'IA d'en face, pour qu'ensuite, on sélectionne pour vous les 2-3 meilleurs profils à Los Angeles, pour savoir avec qui discuter. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce que disait Ivan Illich, prêtre vagabond, grand philosophe, il disait que désormais, nous entrons dans l'ère des professions invalidantes. En gros, les profs vous rendent plus idiots, les médecins vous rendent plus malades. Et là, désormais, ces géants de la technique nous privent de choses qui devraient être naturelles, la rencontre et notre capacité à séduire l'autre. En somme, quand le 4 avril 110 sur Busé sur Baïs, Francis rencontre Mariette et il va au-delà de cette timidité pour lui parler, et ça fera, bien sûr, un mariage exceptionnel, bien sûr, on parle de Francis Cabrel, un grand homme. Ça, c'est fini, ça. C'est fini. Donc, la relation amoureuse, c'est ça qui est assez problématique. Souvent, c'est que les personnes qui ont plus de 40-50 ans se disent, mais, oh, tout ça, oui, je vois un peu mes adolescents, mes petits-enfants qui sont un peu accros, mais ça s'arrêtera avec l'âge adulte. C'est faux. Parce que être accro à son téléphone, c'est pas comme être fan de métal, avoir les cheveux longs, sortir pas très bon, avoir le shirt un peu large, mais ça passe. Et on se coupe les cheveux, on met nos papillons et ensuite on rentre on prend sa place dans le trafic. Bon. L'addiction au téléphone, ça va continuer. Ça ne s'arrête pas. D'ailleurs, ce qui est assez problématique, c'est quand on a détruit vos capacités d'attention, on a détruit votre capacité de motivation par l'addiction au téléphone, à l'âge adulte, ça ne s'arrête pas. Et ce qui est assez dommageable, c'est que nous avons désormais des parents assez jeunes qui se passent leur temps sur les téléphones et donc les enfants sont dressés avec ça. Il y a un très bon documentaire de Gilles Vernet qui était passé sur LCP qu'on retrouve encore en ligne. Gilles Vernet, un prof du 19e arrondissement, on voit un gamin qui dit mais moi, mes parents sont assez jeunes, ils passent du temps sur leur téléphone et sur leurs écrans, donc ils n'ont pas le problème. Donc là, ça y est, le système est rentré en boucle. Et là, les classes populaires bougent les écrans bien plus que les classes supérieures. Et quand je dis classe supérieure, en fait, je parle de 20 000 personnes dans le monde, peut-être. Donc nous dessinons un monde assez inquiétant. Parlons de démocratie.
on parle de prix à payer. Yuval Harari, très connu, qui a écrit une histoire du monde et autres, qui s'intéresse beaucoup à l'IA, il disait, mais vous savez, si on ne sait plus, quand on parle à une entité, si c'est un être humain ou à une machine, alors la démocratie n'est plus possible. Mais ça y est, on y est. Exemple, Shoshana Zuboff. Vous avez peut-être entendu parler de l'expression, enfin, le capitalisme de surveillance, qui est ce modèle économique qui capte nos données. Bon, Zuboff, grand universitaire je ne sais plus, Harvard, je crois, oui. Elle évoquait la chose suivante. Il faut quand même voir qu'en termes de démocratie, grâce à l'IA, on a modifié le sort du monde. L'affaire Cambridge Analytica. En gros, on pompe vos données sur Facebook et ensuite, on va vous envoyer des messages spécifiques en fonction de vos données, des messages qui vont être capables de vous faire changer d'avis. Je cite Zuboff. Avec l'affaire Cambridge Analytica, aux États-Unis, on a créé un ciblage extrêmement sophistiqué. 50 millions de messages, on parle de Trump en 2016, 50 millions de messages différents. Bon. Ça visait en particulier les citoyens noirs, des swing states, donc des États capables de changer d'opinion, avec un message extrêmement personnel, adapté à chaque individu en fonction de ses données, pour le persuader de ne pas aller voter. L'idée était de supprimer le vote noir afin de diminuer le nombre des voix pour Hillary Clinton, et ils ont réussi. Le vote noir a été réduit de 7%. Bon. Ces gens-là ont abandonné. Ils ont renoncé à leur droit démocratique le plus sacré, qui est le droit de vote, sans même le savoir. Ils l'ont fait parce qu'ils ont été manipulés sur Internet par des messages qui s'adressaient à leur peur, à leur centre d'intérêt, à leurs rêves, à leur aspiration, à leur incertitude et à leurs doutes. Cambridge Analytica, je crois qu'ils ont œuvré dans 200 élections dans le monde, mais c'est aussi le Brexit. Il y a des débats, certes. Est-ce qu'il y aurait eu le Brexit sans Cambridge Analytica? 30% des messages sur Twitter, c'était le fruit de bots dans les quelques jours qui ont précédé le vote. On en est là. Alors, je sais que tout le monde se fout de la démocratie parce que sinon, ça devrait être en place publique, mais et manipuler les gens avec les messages personnalisés que l'on voit sur les réseaux sociaux, ça se surajoute désormais avec notre compagnon IA. Il y a assez d'études académiques qui montrent qu'avec un grand modèle de langage, on est capable de vous faire changer la vie très facilement, sans que vous vous en rendiez compte. C'est assez extraordinaire. Parce que ça, c'était le bon vieux temps de l'IA prédictive. Mais désormais, il y a l'IA générative. Je vais un peu sauter le passage. Septembre 2024, à 2 jours des élections législatives slovaques, on entend un enregistrement où on entend le candidat de l'opposition, Michael Simeka, et une journaliste importante parler d'achat de voix et de trucage de scrutin, à l'aide d'un hypertrucage, un deepfake vocal. Ça a été partagé des milliers de fois. Le problème, c'est que ça se passe 2 jours avant. Et la législation en Slovaquie dit que 2 jours avant le vote, les politiques n'ont pas le droit de s'exprimer. Donc on n'avait pas la possibilité de répondre. Et une fois que l'élection est passée, c'est trop tard. Plus grave encore, si j'ose dire. Qui voterait pour un candidat qui prévoit sournoisement, d'augmenter le prix de la bière? En tout cas, pas moi. La démocratie, j'aime ça, mais quand même, il y a des limites. Eh bien, là, de la même manière, ce pauvre monsieur Simeka, on l'entend, un hypertrucage, tenir ce propos-là, rabaisser le prix de la bière. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le cofondateur du parti qu'il connaît très bien, je le cite, le trucage était tellement bien fait que moi-même j'y ai cru. Alors que je connais Simeka depuis longtemps. Je l'ai même appelé pour lui demander d'où sortait cette mesure. Donc vous imaginez bien que si vous êtes un député important, un politique de premier ordre, que vous connaissez la personne depuis des années, vous entendez sa voix et le propos et vous y croyez, l'individu lambda, il va y croire. C'est assez terrible. Je n'ai pas pu en parler, mais tout de même, ça vaut le coup parce que c'est terrible, on est dans un lycée. Les hypertrucages à caractère pornographique sexuel. On a beaucoup parlé du cas de la chanteuse états-unienne, dont j'ai oublié le nom, importante. Elle pèse, je ne sais plus, 0,5% du PIB. Taylor Swift, merci. Je n'écoute que du Cabrel. Pour moi, c'est pas de la musique, c'est de la philosophie, mais ce serait autre chose. Donc oui, Taylor Swift. On a beaucoup parlé de Taylor Swift, pourquoi? Parce que Taylor Swift a eu un truc. À l'aide des outils Microsoft, certains petits malins sur un forum se sont dit on va prendre l'IA de Microsoft qui sert à faire des images, on va outrepasser les sécurités, on va y arriver. Ils ont créé une image à caractère pornographique avec Taylor Swift. Donc il y a eu un émoi pas possible. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Surtout en Corée du Sud, d'ailleurs, là-bas, c'est terrible. Créer une image à caractère pornographique, alors, il y a un bon documentaire là-dessus sur Arte, on trouve sur YouTube. La législation états-unienne n'est pas bonne, donc en fait, ils commencent à peine à s'y mettre, vous pouvez faire des hypertrucages à caractère pornographique sur n'importe qui, ça passe en dessous des radars de la loi. Bon. Et surtout, c'est que c'est extrême, c'est déployé massivement. Parce que bon, ça prend quelques minutes. Il y a des sites internet, vous mettez une image dessus, une photo de quelqu'un, et ça vous génère ça en quelques instants. Donc là, on rentre dans le règne désormais de l'image, voire de la vidéo, truquée, où n'importe qui pourra le faire. C'est assez terrible. C'est assez terrible.
Les écoles, alors je vais en dire deux mots tout de même sur les. Alors la promesse, c'est que demain, tout le monde aura un prof personnalisé, un tuteur qui vous amènera au-delà. Bon. Je rappelle que notre promesse, c'était les cours en ligne, les fameux MOOC, qui disaient, mais demain, tout le monde aura accès aux cours de Stanford. C'était en 2000, je sais pas, début des années 2010. Bizarrement, j'ai pas, il s'est rien passé. D'ailleurs, je crois que c'est en 2019, il y a eu un grand, un grand débat, mais une grande évaluation pour dire les MOOC, ça n'a pas fonctionné. Une personne sur deux n'est déjà plus inscrite au second cours. Et puis bon, le cours en ligne de Stanford, c'est mignon, mais en fait, vous n'êtes pas à Stanford, hein, donc ça marche pas du tout. Parce que là, ce qui se passe derrière un écran, c'est pas ce qui se passe face à un être humain. Donc même un cours, on pourrait se dire, si ce n'est que de l'oral, ça pourrait fonctionner, ça ne marche pas. Ce que me disait le directeur de l'Institut Le Rosé, demain, le véritable luxe, ce serait d'avoir accès à un être humain. Alors parlons un petit peu de l'école. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez des milliers d'articles académiques pour montrer que les écrans, ça rend compte, pour la faire courte. Dans l'apprentissage, ça ne marche pas tellement. Merci le géant Michel Desmerger. Dans la fabrique du crétin digital, vous avez peut-être 3300 articles académiques pour dire que ça ne marche pas. Et la réponse, c'est faites les lire. En gros, donnez un bouquin à vos gamins, ils sont vraiment idiots. Pareil, 1200, 1300 articles académiques. Ça paraît très simple. Bon. Donc la science le montre. Des pays entiers ont mis tout écran dans les écoles. L'Idaho, la Floride, bon, résultat catastrophe. La Suède, bien sûr. La Suède est revenue en arrière, là, c'était l'été 2024 ou 2023, je ne sais plus. Je cite la première ministre de Suède ou la ministre de l'Éducation, je ne sais plus. On a fait de l'expérimentation sur les gamins. Parce que nos politiques sont à ce point idiots qu'ils sont prêts à mettre des millions, parfois plus, dans les dispositifs, sans vérifier 30 secondes avec Google Scholar et voir l'article académique pour dire est-ce que ça marche ou pas. Donc la Suède revient en arrière. Et pourtant, que fait la France? Vous allez voir le lien avec l'IA. Sur le Gabriel Attal. Parce que Gabriel Attal était ministre de l'Éducation, il dit la même semaine oui, les écrans sont un risque sanitaire terrible pour notre jeunesse. À la fin de la semaine, il est au salon des Education Tech. Vous comprenez tous les lobbyistes qui vendent un tas de conneries, et il leur fait des mamours. L'année suivante, Alexandre Portier, ancien ministre à la réussite professionnelle et enseignement professionnel. Bon. Il nous fait la même, presque. Il nous dit, oui, les écrans sont un risque sanitaire terrible, etc., à faire quelque chose. À la fin de la semaine, il va voir les acteurs de l'Education Tech. Alors là, j'ai pas vu de presse pour voir ce qu'il a pu en dire, parce que Gabriel Attal faisait des mamours avec ces gens-là. Bon, mais en tout cas, comment un ministre d'État peut se déplacer par ces gens-là? On ne peut pas dire la même semaine une chose et l'inverse. Donc nos politiques en la matière, ils sont nuls. Ils sont même criminels, si j'ose dire. Alors, ils sont tellement nuls que si vous prenez l'Union européenne par rapport à la question de l'IA, la première version du texte, le RIA, le règlement sur l'IA, on va dire AI Act, l'anglais m'écorche le palais. La première version du texte sort le 20 avril 2021. Il faut voir qu'ils ont accéléré. Et le texte ne prend pas en compte l'IA générative. Et vous ouvrez la presse en 2021, vous parle de GPT-3 qui crache 4 milliards de mots par jour, dans 300 applications différentes. En 2016-2018, il y a eu des scandales dans le milieu de l'art avec des IA génératives. Donc comment des députés payés 7 000 € avec des tonnes d'assistants, ils sont capables de produire un texte qui est déjà à ce point obsolète? Ils sont nuls. Donc je considérais qu'ils étaient nuls. Qu'est-ce que je fais? Je contacte un juriste qui travaille dans l'institution européenne et je lui dis, bon, est-ce que c'est moi qui surinterprète ou pas? Il dit, non, vraiment, ils sont mauvais. Et là, il me donne différents textes européens qui me montrent à quel point ils ne sont pas capables de dire ce qui se passe. Donc ce qui est malheureux, c'est qu'il ne faut pas beaucoup attendre de nos politiques en la matière. Vraiment, je suis effondré. L'éducation nationale, pour revenir sur l'IA, bien, vous avez notre Gabriel Attal, après un rapport qui a été remis au président sur enfants, écran, la recherche temps perdu. Qu'est-ce qu'il dit devant l'Assemblée nationale, cet homme-là? Oui, l'Assemblée nationale devrait balayer devant sa porte. Il faudrait que ces gens-là aient quelques responsabilités à rendre au peuple. Hein. Un jet de tomate, ce serait nécessaire. Parce que, Gabriel, je me permets, vu la hauteur de votre propos, comment pouvez-vous quitter le ministère le 9 janvier et le 10, il y a un appel à projet, donc on a vu, il est au courant, enfin, j'espère, hein, pour 13 millions d'euros pour créer des assistants pédagogiques dits par IA. Même ce même ministère qui supprime 1 millier de postes d'assistants pédagogiques, là, 3 mois plus tôt. Hein. Bon, donc là, vous voyez que c'est chassé croisé au sein de l'éducation nationale, donc là, on y va grandement. C'est-à-dire que demain, vos enfants au sein de l'éducation nationale n'auront pas forcément les êtres humains face à eux. Et ce qui est terrible, c'est que si ça marchait, mais je serais le premier quand je vois l'effondrement de capacités cognitives, de lecture, de culture, etc. En bon universitaire que je suis, mais s'il y a des systèmes qui même coûtent très cher, qui écologiquement sont une catastrophe, mais qui élèvent le niveau de nos enfants de 30%, mais allez-y. Allez-y, parce que l'effondrement, il est absolu, c'est pas possible. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Donc ça coûte très cher. Donc sur l'éducation, on est face à quelque chose d'assez dramatique, et les grandes promesses autour de l'IA, autour des écrans, demander des études qui ne soient pas
produits par les mêmes acteurs de l'éducation tech avant de mettre ça en place. Depuis février 2023, depuis une bonne partie des élèves de seconde et maintenant tous les élèves de seconde depuis septembre dernier ont accès à, comment s'appelle cette bêtise-là, une IA pour apprendre le français et les maths. Ça coûte 3 millions à l'État français. C'était cofondé, la start-up, pardon, la jeune pousse qui produit ça, ce nom va me revenir, hein. C'était cofondé par un ancien lobbyiste de Microsoft. Quand je discutais avec lui sur LinkedIn, je disais, mais monsieur, mais vous avez des preuves que votre système fonctionne? Bon, ben, j'ai le capture d'écran par sécurité. À la fin des fins, il me dit que non. On dit on fera les études plus tard. Mais un peu de sérieux. On ne met pas en place des systèmes comme ça sans avoir testé. Ça coûte un max de pognon. Des tonnes d'études montrent que c'est des bêtises et pourtant on le met en œuvre. Donc en termes d'écran et d'IA, souvent ce qu'on nous dit, ce que dit l'État français, c'est qu'il faut aider la filière des education tech. Les aider à quoi? À détruire les capacités cognitives de nos gamins? Non, soyons sérieux. Alors je reviens à la grande question qui m'était posée. On parle ici beaucoup de ce que l'IA fait à nos activités et des périls qu'elle peut faire peser sur notre monde, dans des termes bien concrets. Génération d'images factices mais indiscernables, hypertrucage, donc deepfake, possible prise de contrôle du réseau numérique et virtuel. On parle en quelque sorte de ce qui se passerait si l'IA était mal intentionnée. Ou nous tromper explicitement, qu'elle le veuille entre guillemets ou non. On pourrait s'interroger d'ailleurs sur sa capacité à vouloir quelque chose. Mais avant que nous parlions de ces éventualités un peu romanesques, en fait non, ça qui est terrible, c'est que ce n'est pas si romanesque, c'est notre existence. C'est ça que la série Westworld est assez troublante, c'est que, sans trop divulgacher ce qui se passe, on voit qu'on parle de notre propre monde. Divulgacher, spoiler hein, pour les Français, souvent qu'il y a des Québécois sur la table, c'est plus simple, mais c'est tellement beau divulgacher en comparaison de spoiler ou je ne sais pas quoi. Donc ce n'est pas des réalités romanesques. Si vous prenez le film Matrix, on voit des individus qui sont mis dans des bulles et qui sont confrontés à un monde, il y a un écran entre eux et le monde réel. Mais quand vous êtes un adolescent états-unien, 30% des adolescents états-uniens sont almost constant, en anglais dans ce qu'il est, presque constamment connectés aux réseaux sociaux, on appelle YouTube. C'est pour ça que les chiffres sur les relations amoureuses, sur les sortir de la maison sans les parents, se cassent la gueule. Un adolescent états-unien, il voyait ses amis 2h30 par jour, il y a 20 ans. On est passé à 40 minutes, désormais. Il y avait un documentaire il n'y a pas longtemps sur les méfaits des écrans sur les plus jeunes, en France, zone interdite, et on voyait une gamine. C'est marrant, c'est que son comportement est identique à une gamine que je vais dans des extraits d'entretien dans une étude aux États-Unis. Bon, parce que là, français, américain, c'est pareil. Une gamine seule dans sa chambre, elle parle avec ses amis par des vocaux, bon, par des messages vocaux. Et là, elle dit, mais ça ne sert à rien qu'on se voit en vrai, parce que même quand on se voit en vrai, on est sur notre téléphone. Il faut imaginer ce qui se passe auprès de cette jeunesse. C'est assez terrible. Et donc Matrix nous dit ça. Parce que 30% d'adolescents états-uniens qui ne sont quasiment constamment connectés, entre ça et Matrix, leur cognition, leur monde, c'est les réseaux sociaux. C'est ce qui se passe dans l'écran. Et demain, ce sera la voix qui vous dira les mots que j'attends, comme la fille qui m'accompagne de Cabrel, parce que là, l'IA, elle aura des connaissances en psychologie absolue, elle aura la connaissance de votre profil, elle sera capable de vous manipuler avec une facilité déconcertante. Donc en fait, ce n'est pas très... Le film Her, le film Matrix, on y est. Véritablement, on y est. Vous savez, souvent, je me dis que je devrais finir comme un héros de Houellebecq. On parle de romans, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Bon, il est hors du monde, il lit des bouquins, il picole un peu, il attend la mort. Quoi. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la société devient folle. Même quand vous êtes, j'ai un ami qui est administrateur à l'Assemblée nationale, il vit dans du très bon Paris, donc très haut niveau intellectuel, ce que vous voulez. Il dit, moi je contrôle mes gamins sur les téléphones. Mes autres parents, non. Donc mes enfants doivent voir de la pornographie, comme tous les autres gamins, ont accès à des choses violentes, ont envie d'avoir plus de réseaux sociaux. C'est assez compliqué. Sur la pornographie, c'est un point intéressant, c'est que en France, 50% des 12-13 ans garçons accèdent à de la pornographie tous les mois, 30% des 11-12 ans, et 30% des filles de 12-13 ans. Donc c'est massif là aussi. Après on va nous parler tant mieux d'ailleurs, de respect de l'autre, de relations sexuelles, d'égalité, tout ce que vous voulez, mais nos gamins sont abreuvés d'une pornographie, d'une violence extrême, grâce aux écrans qu'on leur met entre les mains. Je continue. Donc un peu romanesque. Non, ce n'est pas un peu romanesque, c'est malheureusement notre état, que nous garderons peut-être pour la fin. Bon. J'aimerais que nous parlions des enjeux d'un usage pourtant tenu un peu normal de l'IA. Sélection et préemption de nos préférences, orientation des contenus, réponse immédiate à des questions. Qu'est-ce que ces usages banals, licites, et même recherchés dans nos usages commerciaux, des algorithmes en général, et des derniers algorithmes en particulier, font à notre humanité? Ça la diminue.
Pourriez-vous caractériser les changements que cela peut induire chez nous, les humains dans nos pratiques, nos représentations, nos capacités cognitives, notre rapport à l'autre? Tu as commencé à évoquer pas mal d'éléments là-dessus. Euh, Matrix, j'ai dit, le film Heure, j'ai dit. Euh, il y a eu un rapport récemment, je ne sais plus si c'est quelle entité l'a produit, mais on l'a vu dans la presse, le rapport enfant de l'intérieur, qui actait le fait que nos enfants ne sortent plus dans l'espace public. Alors oui, apparemment l'espace public n'est pas fait pour les enfants, ça peut-être. Les écrans sont évoqués, mais les écrans c'est fondamental. Je vous disais, c'est que désormais le malheur de l'homme c'est de pouvoir rester dans sa chambre. C'est intéressant d'évoquer le terme commercial parce qu'on se rend même plus compte que ces meilleures IA ne sont pas produites par le secteur public, par des chercheurs, mais par les acteurs privés. Et les acteurs politico-économiques. On l'a vu avec Musk, là on le voit très bien, l'agenda politique qui est derrière, c'est l'agenda de puissance. Vous voyez très bien que Musk ait reçu Sam Altman d'OpenAI, qui crée bien sûr ChatGPT, ces gens-là sont reçus, mais comme les chefs d'État. Ils sont reçus. D'ailleurs, récemment, attendez, je pense le détail. Oui, je ne sais plus pourquoi. Oui, c'était quand Robert Murdoch, le géant du quatrième pouvoir des médias, en gros, il passe le relais à Elon Musk envers Trump. En gros, le quatrième pouvoir, la presse est en train de se casser la gueule face à ces acteurs-là. Donc ça aussi, gardons bien en tête que quand on parle d'IA, on parle souvent d'IA produite par les acteurs privés et pas les acteurs publics, qui ont un agenda économico-politique. Donc qu'est-ce que ça fait nos relations humaines? J'évoquais les 30 millions de personnes qui ont Replica. J'ai pas évoqué le cas chinois avec Xia Weiss. C'est 150 millions de personnes qui ont une amie, petite amie dans leur téléphone. Bon. On connaît souvent ce jeune homme japonais qui s'est marié avec son IA qui est un petit hologramme dans une boîte. Bon. Marié, c'est pas l'État qui a accepté ça, bien sûr, c'est l'entreprise qui fait les certificats. Mais ça, c'est pas la science-fiction, c'est en train de se déployer. On parle souvent d'humains, mais ce que je voudrais évoquer plus particulièrement, c'est la question des classes sociales. Parce que les classes supérieures bouffent moins d'écran, les classes populaires beaucoup plus, et comme on enlèvera tout à ceux qui n'ont rien, moi ce qui m'inquiète, c'est que au sein, enfin en France, l'école, là je reprends des propos de Camille Desjardins, en France l'école c'est pas n'importe quelle école, c'est l'école républicaine. C'est-à-dire que quand l'école républicaine se casse la gueule, tout se casse la gueule. Et la seule promesse, quand on n'avait pas de capital culturel et de capital économique, qu'on fait partie des classes populaires, donc, c'est l'école. Mais on vous a privé de vos capacités à vous élever par l'école, à vous élever par le savoir. Donc là, nous sommes vraiment face à une déstructuration de la société, mais avec des inégalités qui vont être déployées de la même manière qu'on peut les voir dans les grandes dystopies de la science-fiction. Quand je parle d'élite, le philosophe Jacques Ellul évoquait l'aristocratie technicienne. Moi, je parle de noblesse de l'algorithme. Parce que là, on est sur. J'évoquais 22 000 personnes, c'était une étude qui montrait, qu'estimait à 22 000 personnes dans le monde, à même de créer, de comprendre ses meilleures IA. Arthur Mensch, qui est le PDG de Mistral AI, en gros, le petit OpenAI français, qui ont un grand modèle de langage qui s'appelle le chat, lui, il est estimé à 1000 personnes. Bon, vous voyez, on est vraiment sur des catégories de population extrêmement restreintes. Parce que là, désormais, tous les cadres des grandes entreprises, ces gens-là vont être balayés. La PDG d'une des plus grandes entreprises de jeux vidéo chinoises, c'est une IA. Les métiers de la gestion, ce sont les premiers métiers sur la liste des métiers qui vont disparaître. Donc là, on va rentrer dans une société où il restera vraiment une micro-élite à même de gérer, de créer ces meilleures IA, qui vont élever ou plutôt dresser leurs enfants avec du sport, de la culture, du livre, et pendant ce temps, on va avoir une masse qui va être abreuvée au revenu universel, au salaire à vie, ça dépend, et aux écrans. Donc voici la réalité qui est en train de se déployer. Et le problème, c'est que une partie de notre jeunesse ne verra pas de problème. Il y a un très bon documentaire sur la génération Matrix qu'on trouve sur Arte et donc sur YouTube. Vous avez Keanu Reeves, l'acteur Neo, il raconte qu'il était chez des amis et les enfants ne connaissaient pas le film Matrix, c'était jeune. Bon. Et donc Keanu Reeves leur explique le film. Bon, vous imaginez, c'est Keanu Reeves qui nous explique Matrix, je trouve ça assez extraordinaire, mais bon, passons les détails. Et là, il discute avec les enfants, il leur explique, il leur dit, mais voilà, c'est un homme, il est dans un monde virtuel, et il est enfermé dedans, et il veut sortir parce que c'est pas réel. Là, la gamine lui dit, mais pourquoi il veut sortir? Parce que c'est pas réel, et il veut savoir ce que c'est que le réel, il veut pas qu'on lui mette un monde factice devant les yeux. Elle dit, mais où est le problème?
Et là, elle lui dit, Kenyori se dit, mais tu ne peux pas savoir ce qui est réel plutôt que le virtuel? Elle répond, non. Et c'est normal qu'elle réponde non. La seule chose que nous avons à offrir dans notre société postmoderne, c'est le bien-être. Donc, au nom de quoi préférer le réel qui serait un risque de mal-être, un risque tout court, face au fait face à la potentialité d'être un cerveau dans une cuve, ou alors un cerveau sur un écran, et de profiter de cette drogue, ce soma, pour parler comme un meilleur des mondes, ou cette drogue douce que sont les réseaux sociaux. Au nom de quoi? Ça vous paraît naturel de préférer le réel par rapport au virtuel, c'est pas le cas pour une partie de la jeunesse. Voilà aussi le changement de civilisation, la rupture totale. Donc, qu'est-ce que ça fait à notre humanité? Et ça nous rend idiots. Je vous prends un exemple que je trouve assez extraordinaire, c'est Nicolas Carr. Nicolas Carr, c'est un journaliste intellectuel états-unien, il a à peu près 50 ans en 2008. Et il écrit un livre, Est-ce que Google nous rend stupides? C'est marrant, c'est que je flânais dans une bibliothèque il n'y a pas longtemps, et je tombe sur le bouquin de Nicolas Carr. J'avais lu des extraits, j'ai pas lu le bouquin, donc je relis quelques pages. Et Nicolas Carr, qui a 50 ans en 2008, donc autant vous dire qu'il n'a pas grandi avec les réseaux sociaux, etc. Il dit, mais mes amis comme moi, on n'arrive plus à se plonger dans de gros livres. Parce qu'il y a Google, l'envie de voir ses courriels, l'actualité qui arrive constamment, et il n'y a pas encore en 2008 le téléphone intelligent. Enfin, si, pardon, vous avez l'iPad en 2007, mais ça commence à se diffuser. Facebook sur téléphone, c'est 2009, donc bon, ça commence à peine. Et cet homme-là, déjà, il se rend compte que Google attaque son esprit, que son esprit est en train d'être reformaté par ça. Donc autant vous dire que si ça arrive à Nicolas Carr à 50 ans en 2008, pour notre jeunesse, c'est terrible. Mais le plus terrible, c'est que la télévision a déjà détruit une bonne partie de nos capacités. On s'en rend plus compte parce qu'on baigne dedans. Et je pense que le manque d'intelligence, c'est comme le manque d'oxygène pour un cerveau. À partir du moment où vous manquez d'oxygène, c'est trop tard. Vous n'avez plus les capacités cognitives pour vous rendre compte du problème. C'est pareil actuellement. C'est tout à fait la même chose. Flâner dans une bibliothèque. Ah, je suis curieux de voir les statistiques. Quand je discute avec le bibliothécaire de la bibliothèque universitaire, je lui demandais un petit peu ce qu'il en était de la rotation des livres. Il me disait, ça se casse la gueule. Il n'y a pas longtemps, je vais à la fac de lettres. Je retrouve le bibliothécaire, enfin le gars qui vend des livres d'occasion sur la place de la bibliothèque. Je l'ai pas eu depuis 15 ans, parce que dans mes jeunes années, j'étais en archéologie, j'avais les cheveux longs, c'était un autre temps. Et je lui dis, mais alors, comment ça va? Bon, on discute. Et je lui dis, ben, comment ça se passe? Il me dit, ça ne lit plus, ça n'achète plus de livres. Je lis un article sur Internet dans The Atlantic, il y a un universitaire qui, à l'aide de chiffres et d'études, raconte comment dans les universités états-uniennes, les étudiants ne le lisent plus. Et une étude qui est dans Michel Desmurger, dans Faites les lire, dans les meilleures universités états-uniennes, 30% des profs ont compris que les étudiants ne lisaient plus et donc donnent moins de livres à lire. Donc là, on est vraiment face à quelque chose d'assez inquiétant. Voilà ce que ça implique, le fait d'avoir des algorithmes prédictifs qui prédisent nos goûts et nous rendent accros. Voilà ce que ça va amener les IA interactives qui n'auront encore moins envie de lire. Pourquoi lire du Sartre alors que je pourrais avoir mon IA Sartre dans l'oreille avec qui je pourrais discuter? Diriez-vous que les récents progrès de la recherche et des programmes en IA va augmenter ou aider, concurrencer ou menacer, ou tout simplement incidemment diminuer ou affaiblir l'humain? J'ai évoqué cette question du manque d'oxygène, donc on ne s'en rendra pas compte. Là, j'ai noté un point de vocabulaire que je trouve intéressant. Alors que j'ai des lectures très critiques sur la technique, tout ça, j'ai découvert il y a moins d'un an le mot regret. Regret. On connaît le progrès. Progresser, régresser, progrès, qu'est-ce qu'on a en face? Le regret. Et autant vous dire que si je lis des trucs un peu... Récemment, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai acheté les textes de Kaczynski, un terroriste anti-société industrielle. Enfin voilà, j'ai des trucs un peu énervés. Hein. Et pourtant, le mot regret, je ne l'avais jamais rencontré. C'est intéressant parce qu'on est tellement dans l'idée que tout est progrès et qu'avec la technique, c'est le lendemain qui chante, que le mot regret a disparu de notre vocabulaire. Je trouve ça terrible. Donc, augmenter, concurrencer. Tiens, je vais citer Laurent Alexandre. En parlant d'IA, il nous dit, ben, bon, les classes supérieures capables d'apprendre seront capables d'apprendre. En même temps, il nous dit de s'adapter à l'IA. En même temps, il nous dit que l'IA va beaucoup plus loin et que ça va tous nous regarder. Donc, je pense que là, il y a un petit paradoxe. Parce que même si on est capable d'apprendre, face à des systèmes d'IA qui vont nous dépasser, je peux m'entraîner tant que je veux à courir rapidement, je ne dépasserai jamais une voiture. Et même s'il y a une grande distance entre Usain Bolt et moi en termes de course à pied, elle est abyssale. Mais entre Usain Bolt et un avion de chasse, elle est encore plus grande. Donc là, en termes même pas de concurrence, de ringardiser les capacités humaines, si c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Tout de même, un point important, il y a un philosophe français contemporain qui évoque la 4e blessure narcissique de l'humanité, à cause des systèmes intelligents.
Et il nous restait plus grand-chose. Les trois premières, pour les rappeler rapidement, et c'est avec Freud, nous ne sommes pas au centre de l'univers. C'est quand même pas très agréable. Merci Copernic Galilée. Nous ne sommes pas la création de Dieu, mais le fruit d'une évolution hasardeuse. Merci Darwin. Savoir qu'on est un primate comme un autre, c'est quand même pas terrible. La troisième, c'est blessure narcissique, c'est Freud qui l'énonce. Nous ne sommes pas maîtres de notre propre maison. Comprenez, on est déterminé par l'inconscient, etc. Donc, qu'est-ce qui nous restait? À minima, on pouvait se glorifier d'être une entité intelligente par rapport au reste. C'est plus le cas. Me semble-t-il que la quatrième blessure narcissique, c'est certainement celle de trop. Que conviendrait-il de faire en matière d'IA? Entre parenthèses, les industriels, les citoyens, mais surtout l'État, voire la communauté internationale. Alors, je le confesse, j'aime l'État. Mais vraiment, j'aime l'État. Louis XIV, Napoléon de Gaulle, j'adore ça. Et je me suis rendu compte récemment qu'en citant ces trois personnages, en fait, j'embrassais les trois régimes politiques que sont la monarchie, l'Empire et la Cinquième République, la démocratie. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que même si Jacques Ellul, grand philosophe critique de la technique, ne croit pas en l'État parce que l'État est mu par la technique et bon, la bureaucratie, etc., ça ne permettra pas de lutter contre les forces de la technique qui nous déterminent. Aujourd'hui, face à ces acteurs, ces entreprises qui pèsent des milliers de milliards, qui ont, en plus avec Musk, on le voit, enfin, c'est limpide, une relation politique, qui font la politique. On voit quand Musk fait un tweet sur la politique allemande, ça fait la politique allemande, ça fait la politique britannique. Bon, on nous dit que Twitter, X, c'est l'espace public. J'espère pas, parce que désormais, notre espace public, malheureusement, il est là. Il y avait 4000 boîtes de nuit en France en 1980, il y en a 1200 aujourd'hui. Il y avait 500 000 cafés en 1900, il y en a 38 000 aujourd'hui. Bon, il n'y a plus d'espace pour discuter. Donc malheureusement, ça se passe sur Internet. Je reviens à l'État. Pourquoi je vous dis que j'aime l'État? C'est parce que face à ces acteurs surpuissants, mais qu'est-ce qu'on peut si on n'a pas l'État avec nous? Avant que Emmanuel Macron évoquait ce vocabulaire, je l'avais dans la bouche, mais bon, il faut réarmer le politique par les idées. Je crois en l'État français. Si, j'en appelais dans Libération cet été, à la création d'un ministère de l'IA. Je ne crois pas que la France ait assez de poids. Il faut l'Europe. Sauf que l'Europe, c'est aussi nous, et donc il nous faut un ministère fort de l'intelligence artificielle. Là, actuellement, on a un secrétaire d'État, ou je crois que c'est repassé en tant que ministre délégué, je ne sais plus. Mais un ministère, pourquoi? Pour attirer les meilleures énergies, pour mettre des milliards sur la table. Le Royaume-Uni a un ministère de l'IA. Et d'ailleurs, récemment, il vient de sortir un plan en 50 actions pour l'IA. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc je crois tout de même que lorsqu'on sort de Polytechnique ou de grandes écoles, on a envie de servir l'État, et même si on nous paiera beaucoup moins que la vallée du silicium, on vous offre un grand projet. Donc je crois profondément en l'État, mais l'État, il va falloir le bouger. Il va falloir écrire à nos députés, participer dans des partis politiques. Je crois en cela. Parce que sans quoi, point de salut. Je terminerai tout de même avec l'Union européenne pour vous dire que si on appliquait simplement les textes en place, ce ne serait pas trop mal. Quand vous ouvrez la charte des droits fondamentaux de l'UE, article 3, catégorie dignité, toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. Mais quand j'évoquais ces chiffres sur la destruction des capacités cognitives, le mal-être psychique de notre jeunesse, mais il est où le respect de la dignité des plus jeunes? Il est où? Quand on autorise TikTok dans les téléphones intelligents pour nos gamins, mais où est la dignité? On ne les respecte pas. Chaque individu, surtout les plus jeunes, rapporte, quand vous êtes connecté à Facebook ou autre, vous rapportez à peu près entre 10 et 20 $ par an. Ramener au nombre d'heures que vous travaillez, c'est pas grand-chose. Mais si on a sorti les enfants des usines, et tant mieux d'ailleurs, désormais on les a remis. Parce que le temps d'écran, c'est un temps de travail par d'autres moyens. Parce qu'on travaille pour ces acteurs-là, on produit de la valeur. Si WhatsApp a été racheté 19 milliards avec 50 employés, pourquoi? C'est parce que c'est nous qui produisons de la valeur. Sauf que comme tout processus productif, ça nous pollue, ça nous détruit. On n'en ressort pas indemne. J'aimerais avec ça, mais face à ces dispositifs, me semble-t-il que nous sommes dans une situation similaire à Charlie Chaplin dans l'État moderne, qui était écrasé par l'usine, par le processus productif, et dans son corps et sa psyché, il en a été détruit. C'est-à-dire que désormais, c'est tout le corps social qui bosse. Et donc, j'en appelle à l'État. Donc, j'ai de l'espoir, oui, parce que tout de même, par rapport aux écrans à l'éducation, je terminerai avec ça, il y a quand même des pays qui commencent un petit peu à bouger, des politiques français qui commencent un petit peu à bouger. C'est tellement gros que désormais, ça commence un petit peu à bouger. Donc, de l'espoir, j'en ai si on réarme nos politiques et si on les oblige à être responsables. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et je me soumets à votre question. Je vous remercie.